Bonsoir mes amis, merci de votre fidélité au canal Aldosteron Aviation. Vous avez été nombreux à commenter sous la vidéo illustrant la mort de Christophe de Margerie, le PDG de Total, en octobre 2014 à Moscou. Nombreux commentaires, nombreux messages également, et un thème récurrent dans les commentaires, c'est « Est-ce qu'il a été assassiné ?» Bon, je ne vous cache pas que lorsque j'ai étudié le rapport d'accident des Russes, et connaissant un petit peu la situation géopolitique, connaissant l'importance de cette personne qui a été rencontrée, M. Medvedev, je me suis aussi posé la question, et j'ai aussi étudié le rapport sous l'angle de « Est-ce qu'ils ont fait quelque chose ? Est-ce qu'il y a une magouille quelque part ?» Alors, j'ai constaté quelques anomalies dans le rapport d'accident, effectivement. Par contre, ces anomalies placées bout à bout n'arrivent pas à me convaincre qu'il s'agisse d'autre chose qu'un accident. Je vais m'expliquer, je vais même partager avec vous vers la fin de cette vidéo. Je vais partager avec vous une présentation. J'ai pris mes notes, les notes que j'ai préparées pour cette vidéo, comme j'en prépare pour toutes les vidéos en fait. Je les ai mises un peu au propre et je vous les présente pour que vous puissiez voir un petit peu la préoccupation qui a été la mienne à un moment donné. Alors, pour résumer, je vous recommande bien sûr de regarder la vidéo sur ce crash-là avant de regarder cette vidéo commentaire. Mais néanmoins, je vous résume rapidement. 5 minutes avant le drame, le superviseur des chasse-neige avait pris l'ampleur, avait mesuré l'ampleur de la gravité de la situation qui était en train de se mettre en place. Il demandait à son chauffeur d'accélérer, de foncer, ils étaient dans un véhicule, dans une voiture, de foncer dans la nuit, de foncer dans le brouillard pour qu'ils puissent retrouver le chasse-neige numéro 3. Le superviseur savait que le conducteur était ivre, qu'il avait bu beaucoup de vodka et qu'il roulait de manière anarchique sur les pistes et les taxiways de l'aéroport de Vnukovo. Lui-même aussi était imbibé d'ailleurs. Mais il savait que, d'un moment à l'autre, le jet des Français allait débouler. Les Français devaient partir sur le coup de minuit. Et à la radio, il entendait l'échange entre eux et la tour de contrôle. Et ceci lui indiquait que d'un moment à l'autre, ce Falcon 50 allait débouler à toute vitesse le long de la piste numéro 11. Bien sûr, il lui suffisait d'un appel. Il avait la radio devant lui, il lui suffisait d'un appel pour tout arrêter, pour arrêter le cauchemar qui était en place. Néanmoins, cet appel, il ne le fera pas, parce qu'il ne voulait pas, par cet appel, alerter le contrôleur aérien, alerter d'autres responsables à l'aéroport, et finir dans le quart d'heure avec une enquête qui allait révéler l'état d'ébriété dont lui et ses équipes se trouvaient en ce moment-là. Il comptait sur la providence, il comptait sur la chance. Ce qu'il espérait, c'est que, par un coup du sort, par un miracle, les Français allaient décoller, sans heurter quoi que ce soit, sans heurter le chasse-neige, peut-être même passer à quelques mètres de celui-ci, sans jamais le voir et sans jamais savoir à quelle distance ils sont passés de la catastrophe. Mais ce soir-là, personne n'allait avoir de chance. Le chasse-neige est rentré sur la piste et le Falcon 50 se l'est pris de plein fouet. Alors, si on revient un petit peu sur cette situation, du côté du pilote, le pilote, on l'autorise à rentrer sur la piste 11 et décoller. On lui annonce une RVR, une visibilité de piste de 1000 mètres. Et comme l'aéroport de Vnukovo était en train de faire de progresser vers des approches de type catégorie 3, ILS catégorie 3, c'est des approches sans visibilité, il avait un équipement plus sophistiqué que ce qu'il en avait l'air. Et parmi l'équipement qu'il avait, un radar au sol que personne ne savait utiliser ce soir-là. Comme je vous disais, 3 contrôleurs savaient l'utiliser, mais ils n'étaient pas dans le shift ce soir-là. Et il avait aussi des cellules qui mesuraient la RVR. Donc quand ils disent aux pilotes qu'il y a une RVR de 1000 mètres, ces capteurs sont configurés justement pour tenir compte de la définition OACI
Et quand ils disent 1000 mètres de visie, ça signifie dans ce brouillard qu'il y avait ce soir-là, on pouvait voir un objet bien illuminé et le distinguer à 1000 mètres. Maintenant, si un objet n'est pas illuminé, bien sûr, on ne le verrait pas à 1000 mètres, selon la définition même. On le verrait peut-être à 200 mètres ou à 300, mais on ne le verrait pas à 1000 mètres. Le pilote français, le commandant de bord en particulier, durant l'accélération, il va voir un truc bizarre. Il va voir un truc bizarre et il va dire « Oula, une bagnole qui traverse la route. » La piste, entendez. Une bagnole qui traverse la route. Ça faisait 14 secondes qu'il accélérait et il avait la possibilité à ce stade d'annuler l'atterrissage. Il ne le fera pas. Si des Russes avaient voulu les tuer en plaçant un véhicule, ils ne pouvaient pas prévoir que le pilote français allait continuer le décollage malgré le fait qu'il avait vu un véhicule. Il ne pouvait pas prévoir cela, il ne pouvait pas contrôler cela. Et ce n'était pas raisonnable de la part de conspirateurs de s'attendre à ce qu'un pilote continue son décollage malgré le fait qu'il voit un véhicule sur la piste. Alors, pour vous dire un petit peu ce qui me... Les détails, on va les voir vers la fin de cette vidéo quand je vais accrocher un autre montage de cette présentation. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Lorsque vous regardez, si vous êtes dans un aéroport et vous regardez, je ne sais pas moi, un 747 qui rentre en piste pour décoller ou un Airbus A380 ou peu importe, ou un petit appareil, un jet privé, peu importe. Vous allez voir les pilotes faire tous le même geste. Ils vont tous, au moment où ils s'approchent de l'entrée de la piste, se pencher, regarder à droite, regarder à gauche, pour voir s'il n'y a pas un appareil qui est dans l'approche, ou bien s'il n'y a pas un appareil ou tout autre objet qui occupe la piste dans laquelle ils vont rentrer. Ce geste, ils l'ont appris quand ils étaient à l'aéroclub. La première fois qu'ils étaient à l'aéroclub et qu'ils rentraient dans une piste, ils apprenaient à faire ce geste. Et ce geste-là fait parmi beaucoup de petits gestes qui sont une sorte de lien symbolique entre l'aéroclub et les avions de transport les plus performants et les plus grands. Vous retrouverez cette même procédure sur un Jodel d'aéroclub, sur un Cessna 172, et vous la retrouverez sur un Airbus A380. Néanmoins, quand il y a du brouillard, malheureusement, on peut compter que sur le contrôleur aérien. On est obligé de faire confiance. On est obligé cette fois-ci de faire confiance au système. Sachant que l'arrière-pensée, quand on circule par temps de brouillard dans un aéroport, et en particulier sur une piste, c'est l'abordage, c'est l'accident, comme celui de Los Rodeos, 747, l'un dans l'autre, je l'avais couvert dans ce canal. 585 ou 86 morts, véritable boucherie. L'accident comme celui de la compagnie Singapore Airlines, vous savez, je l'avais abordé aussi, Singapore Airlines, des décennies sans le moindre souci, sans le moindre accident, et là soudainement, à Taïwan, la mouche dans le lait. 747 tente de décoller sur une piste qui était en travaux, et le Boeing est déchiré, éclaté, ils perdent une bonne partie de leurs passagers cette nuit-là. Quand on pilote sur une piste, que ce soit à l'atterrissage ou au décollage, qui n'est pas visible, qui est couvert de brouillard, la préoccupation constante de chaque pilote dans cette situation-là, c'est de vérifier que la piste soit vide. Il ne pourra pas le faire, il est obligé de compter sur le contrôleur aérien. Donc, le pilote s'aligne, commence à accélérer, et à peine a-t-il commencé à accélérer que il est à 80 nœuds, il voit une bagnole sur la piste. Alors, bien sûr, quand il s'agit de ce genre de situation, chaque personne est différente. Je dirais chaque pilote, selon son expérience, selon, je dirais même sa personnalité, selon comment il intègre le risque, quel degré de risque il accepte ou il refuse.
va réagir différemment. Il y a des pilotes, comme les pilotes de ce soir, qui ont continué le décollage. D'autres pilotes auraient interrompu le décollage à ce stade. Il n'y a pas de bien ou de mal. Je ne suis pas là pour en juger. Je vous donne l'information. Quand une situation comme celle-ci se présente, la question qui se pose, c'est est-ce que moi, je me suis gouré de piste? Ça signifie que le pilote peut se dire, il y a une voiture sur la piste, je me suis peut-être trompé. Il fait nuit, il y a du brouillard, je ne connais pas cet aéroport. C'est peut-être moi qui me suis gouré. Ou c'est peut-être le gars du Follow Me Car, qui est ivre, ou qui a été recruté la veille, ou autre, qui m'a mis sur la mauvaise piste. Ça peut arriver. C'est peut-être le contrôleur qui s'est trompé. Comme le contrôleur de Los Rodeos qui a envoyé 2 747 l'un sur l'autre. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui s'est trompé. Ça arrive. Il est arrivé, des fois, dans plein d'endroits, que soudainement, un avion de ligne piloté par des gens qui parlent pas bien anglais, qui viennent de loin, qui sont un peu perdus. J'ai déjà vu des dossiers où des pilotes chinois vont envoyer un 767 au milieu d'une piste en service d'un aéroport international sans dire bonjour, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Ça peut arriver. Ça veut dire que dans cette situation de brouillard, l'erreur peut venir de toi, du contrôleur aérien et d'une partie tierce qui va rentrer dans la piste parce qu'elle est complètement paumée dans ce brouillard. Néanmoins, le pilote français décide de continuer le décollage. Alors, je vous donne une sorte de quiz, une question, un scénario. J'aimerais bien que vous me dites dans les commentaires ce que vous auriez fait. Souvent, quand une situation critique, que ce soit dans l'aviation ou autre chose, parce que ces vidéos, il ne s'agira pas seulement d'aviation, c'est des leçons qu'on peut prendre de l'aviation, mais qu'on peut mettre ailleurs aussi. Vous êtes dans une situation critique, hein, c'est ça le thème vraiment. Cette situation ne tolère pas d'anomalie, et soudainement il y a une anomalie qui arrive de manière intermittente, mais qui disparaît. Vous faites quoi? Le fait que l'anomalie disparaisse, vous considérez que c'est bon, que la situation a été réglée, ou bien vous n'acceptez pas l'anomalie, même transitoire, et vous arrêtez tout, et vous réanalysez tout depuis zéro. Voilà réellement la vraie question que vous pouvez vous poser, quel que soit votre corps de métier, en fait. Je vous donne mon scénario. Il y a un pilote qui décolle sur un avion d'aéroclub, et vous n'avez pas besoin d'être pilote pour répondre à cette question. Un avion d'aéroclub, il s'aligne sur une piste. La piste finit par un bras de fleuve, et de l'autre côté, il y a une zone industrielle qui commence. C'est pas vraiment un endroit qui s'apprête à un atterrissage d'urgence au cas où. Le pilote met les gaz, l'avion accélère normalement, tout le monde le voit accélérer normalement. Le pilote tire sur le manche, l'appareil se cabre, commence à monter, mais à peine utile fait 4 ou 5 mètres de hauteur, de déplacement vertical, on entend un bruit de moteur qui fait brrrr. Silence. Et il y a l'hélice qui commence à tournoyer dans le vide, et l'avion repique vers la piste. Le moteur venait de tomber en panne, ou de s'arrêter tout du moins. Le pilote se retrouve donc à revenir vers la piste, en vol plané. Il commence à cabrer l'avion pour toucher le plus gentiment possible. Et soudainement, le moteur repart. Comme il s'était arrêté, l'hélice continue à mouliner dans le vide. Que fait le moteur? Bon, il accélère et il repart. Voici les questions que je vous pose. Il y a 2 scénarios possibles. Vous êtes ce pilote, vous faites quoi? Et je vous dirai après ce que ce pilote a fait. Numéro A, ou 1 ou A. Puisque le moteur a redémarré, et il est reparti. Donc, vous profitez de cette puissance qui vient d'arriver, mettez les gaz, tirez sur le manche, vous continuez votre décollage, et vous continuez votre vol. Ça, c'est la première vision des choses, le premier scénario. Le deuxième scénario, scénario numéro 2, ou scénario B, vous ne faites pas confiance à ce moteur. Ce moteur vient de vous déconfier, ce moteur vient de tomber en panne. Vous avez connu une vraie panne moteur au décollage. Le moteur repart ou fait semblant de repartir.
vous ne faites pas confiance, vous réduisez les gaz, vous continuez votre atterrissage, vous allez, vous revenez à votre aéroclub et vous allez parler au mécanicien et demander à ce que on vérifie ce qui s'est passé avec ce moteur. A et B. Est-ce que vous avez fait votre choix? Donc, je vous raconte ce que le pilote a fait. Quand le moteur a repris, il a considéré qu'on était vers un retour de normalité. Or, il faut faire très gaffe. Il faut faire très gaffe au retour de normalité. Quand il y a une situation qui sort, qui va vers l'anormalité, il ne faut jamais accepter un retour à la normalité sans vérification. Quel que soit le corps de métier, quelle que soit la situation. Un retour, un dérapage suivi d'un retour intempestif à la normalité, ou une normalité apparente, ne doit pas vous satisfaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Met les gaz, il annule son atterrissage d'urgence et il remonte. Commence à remonter, il arrive au-dessus du bras de fleuve et à ce moment-là, le moteur s'arrête une deuxième fois. Alors vous savez, déjà une panne moteur par jour, c'est un peu, question adrénaline, c'est beaucoup. Alors 2 pannes moteurs en 2 minutes, c'est vrai que c'était un peu trop pour notre pilote. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas su gérer la deuxième panne et puis il a fait décrocher l'avion qui est tombé dans le fleuve et le pilote a été tué. D'accord? Je vous donne un autre scénario. Vous êtes en train d'accélérer sur une piste, il fait noir, il y a du brouillard. Vous êtes en train d'accélérer sur une piste et le contrôleur vous a certifié qu'elle était vide en vous donnant l'autorisation de décoller. Il est vos yeux, vous n'en savez rien, vous lui faites confiance. Vous êtes en train de foncer sur une piste où vous ne voyez pas très bien devant vous. Il vous assure qu'elle est vide. À un moment donné, vous voyez du mouvement devant vous sur la piste. Vous voyez quelqu'un traverser la piste. Une bagnole qui traverse la piste. Vous faites quoi? Première option, c'est vous vous dites, on est dans une situation critique, il y a eu une dérive, mais immédiatement suivie par un retour à la normalité. Il y a eu une incursion sur la piste, une voiture était là, et puis cette voiture est partie. Donc on a un retour à la normalité, je continue mon décollage. Vous pouvez vous dire ça, puis ça peut même bien se passer. Vous décollez, il n'y a rien. 2. Vous vous dites, on m'a certifié qu'elle était vide, je vois qu'on m'a menti ou qu'on s'est trompé ou que quelqu'un est en train de faire n'importe quoi ce soir, ça peut être même moi. Qu'est-ce que je fais? J'interromps le décollage. Je vais au bureau de piste, je pousse une gueulante et je dis à mon client, écoutez, on est dans un aéroport où je ne comprends pas ce que les gens sont en train de faire ce soir, ils sont ivres ou je ne sais pas quoi. Je ne pourrai pas faire le vol ce soir. On attend le lendemain matin à la fraîche, qu'il y ait de la visie, que le brouillard se lève et on pourra décoller dans de bonnes conditions parce que ce soir, je ne fais pas confiance. Voilà, A et B. Vous voyez que l'histoire de la panne de cet avion d'aéroclub et cette histoire-là, c'est exactement la même chose. Et puis, on peut voir d'autres et d'autres et d'autres. C'est tout simplement une situation critique. On arrive, on a une anormalité qui se met en place et après, on a un retour à la normale. Vous voyez? Est-ce qu'on l'accepte ou pas? C'est ça la question. Après, moi, je ne suis pas en train de suggérer qu'il faut répondre d'une manière ou d'une autre à cette question. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà la situation. Donc, ce qu'on va faire là, c'est... Je vais vous montrer la présentation. Je vais vous montrer la présentation. Et... cette présentation évoque un accident qui a eu lieu en 1984. Je cite ça de mémoire, à peu près, c'est un Tupolev 154. Il y a eu 178 morts parce que les gars qui travaillaient, qui étaient en train de nettoyer la piste avec des engins, comme ce chasse-neige, n'avaient pas mis leur gyrophare. Et pourquoi ils n'ont pas mis leur gyrophare? Parce que si vous êtes dans un véhicule la nuit, dans le brouillard, ce véhicule a un gyrophare, qu'il y a d'autres véhicules devant vous avec un gyrophare, vos yeux sont éclatés très rapidement. Ça flash sans arrêt, sans arrêt. Votre véhicule et les autres n'ont pas leurs gyrophares qui sont synchronisés. Donc vous avez des flashs qui arrivent à tout moment et de manière non synchronisée. Et franchement, ça devient vite casse-pied.
Je pense personnellement, je vais vous le montrer un petit peu avec les slides qui vont venir, avec la présentation qui vont venir, mais je suis de l'opinion que ce chasse-neige numéro 3 était rentré en piste sans aucun éclairage, comme ils le font assez souvent, et le pilote, quand il a dit la bagnole, il l'a pas dit pour le chasse-neige, il l'a dit pour une voiture qu'il a vue, possiblement la voiture du superviseur qui avait croisé la piste à la recherche du chasse-neige, peut-être même une autre voiture, il y avait des électriciens qui réparaient des lumières aussi, c'est peut-être eux qui ont fait une incursion encore sur la piste, et c'est pour ça que le pilote n'a pas interrompu le décollage. Il a vu une voiture rentrer, il l'a vu passer. Alors que si on croit le rapport d'accident, ils nous disent que lorsqu'il dit qu'il y a une bagnole, il est en train de parler du chasse-neige, qu'il l'a vu à 700 mètres, et qu'après qu'il ne l'a plus vu. Donc il le voit, il le unvoit. C'est ça ce que le rapport veut nous faire croire. Il voit un chasse-neige, il dit « Waouh, une bagnole !» Et puis soudainement, le chasse-neige qui est là devant lui sur la piste, ben, il ne le voit plus. Hein, d'accord? Et il le voit, tenez-vous bien, à 730 mètres. Alors que le superviseur, à de nombreuses reprises, s'approche à 400 mètres, à 300 mètres du chasse-neige, il ne le voit pas. Alors que le pilote, lui, le voit à 700 mètres. Donc le Français, je sais que le Français n'était pas ivre, mais le Français arrive à voir un chasse-neige à 730 mètres, alors qu'à 300 mètres, son superviseur ne le voit pas. D'accord? Ça n'a pas de sens. Le pilote n'aurait pas pu voir le chasse-neige. D'ailleurs, quand il le voit à 200 mètres seulement. Je vous montrerai la présentation qui va venir. Je pense qu'elle éclairera beaucoup mieux la situation des uns et des autres. Et vous allez voir comme il y a une forte anomalie dans le narratif russe. Suivez cette présentation et j'aimerais bien que vous me dites ce que vous en pensez. À bientôt, mes amis. Rebonjour tout le monde, je reviens sur brouillard à Moscou, ou bien cet événement qui a causé la mort de monsieur de Margerie en 2014 à l'aéroport de Moscou-Vnukovo. Et la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que c'était un véritable accident ou bien un attentat contre la vie de cette personnalité, maquillé par la suite en accident. Alors on va essayer de voir un petit peu les certitudes au sujet de cette histoire. Il y a quelques certitudes quand même, c'est le lieu du crash. On sait que l'avion qui arrivait dans cette direction, ce que vous voyez là, c'est la piste 11. Donc l'avion arrivait dans cette direction. Et puis, à un moment donné, il a heurté un chasse-neige, dit le chasse-neige numéro 3 dans cette histoire. Et puis, il a fait quoi? Il a donc dévié de sa trajectoire, il a heurté au niveau de l'aile droite, l'avion a dévié de sa trajectoire, il s'est inversé, il est passé sur le dos, et puis vous voyez un petit peu les éléments de structure qui ont été perdus, ici l'empennage, d'autres éléments, et là c'est le plus gros de l'avion qui gît sur le dos. Cette photo a été prise le lendemain matin, il y a du brouillard toujours, mais il n'est pas nécessairement indicatif du niveau de brouillard qu'il y avait la veille. Pour essayer de voir un peu le lieu où a eu l'impact, donc ça c'est quand même une certitude, l'impact a eu lieu ici, au niveau du croisement des deux pistes. Donc le Falcon arrivait dans cette direction, alors que le chasse-neige avait traversé la piste une fois du sud vers le nord, on va le voir après, et puis après il a fait demi-tour, il est revenu. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu le crash, et donc si on regarde un peu notre avion, je suis pas très bon en dessin, mais si on regarde un peu notre avion, bon, ça c'est grosso modo l'empennage, ça c'est les ailes, n'est-ce pas? Donc, il s'est pris le chasse-neige numéro 3 au niveau de l'aile droite. Train d'atterrissage à peu près là. Donc, l'image ne le montre pas, mais si on regarde sur le plan latéral, on a notre chasse-neige qui est ici, on a l'aile de l'avion qui est là, et le train d'atterrissage qui est comme ceci. Donc en fait, l'avion avait commencé à quitter le sol au moment où il s'est pris le chasse-neige. Train d'atterrissage J ici, taxiway A8, taxiway A8 c'est celui-là. D'accord? Donc le train d'atterrissage quelque part là. Ok? Voici quelques images qui viennent du radar au sol. C'est un radar qui affichait ces images à l'écran du contrôleur, mais le contrôleur ne le regardait pas nécessairement.
Il n'y avait pas ce soir-là un contrôleur qui avait été formé sur ce radar, mais les images sont néanmoins très intéressantes et elles vont nous raconter ce qui s'est passé. Alors, on est 19h55 et 20 secondes en temps universel, dit aussi GMT, dit aussi Zulu. Donc, c'est UTC. À Moscou, le temps local, c'est cela. Vous pouvez remplacer le 19 par 23. Il est 23h, 55 minutes et 20 secondes. Donc, si vous voulez, le Falcon devait décoller littéralement sur les coups de minuit. Alors, si on regarde bien, on a un certain nombre d'intervenants qui vont nous intéresser sur cette carte. Alors, les intervenants sont celui-là, l'étiquette orange. Ça, c'est le chasse-neige numéro 3. Chasse-neige numéro 3. Il nous intéresse de manière très particulière parce que c'est celui-là que l'avion va percuter. On a le Falcon qui nous intéresse. Le Falcon, il est en train de remonter, si vous voulez, la piste par un taxiway et son intention, c'est de faire ceci, et décoller dans cette direction. On a aussi, on le voit peut-être pas très bien, il est tout en bas là sur la carte, on a le superviseur, on le verra mieux après. On a le superviseur qui cherchait le chasse-neige à ce stade. Il avait perdu depuis plusieurs minutes déjà. Il avait perdu grosso modo 5 minutes avant le drame. Et il le cherchait de manière frénétique. Alors, bien entendu, il fait nuit sur les installations, plus on a du brouillard, mais ce n'est pas un brouillard si dense que cela, je le prouverai tout à l'heure. Voilà, situation exactement à ce stade, n'est-ce pas? Donc je prends une carte et je vais mettre en place le chasse-neige numéro 3, ici, au nord, et le superviseur ici. La distance entre eux à ce stade est de 440 mètres. Notre chasse-neige, comme on le voit très bien sur le radar, est en train de se déplacer vers le nord. Il va croiser la piste, il s'apprête à traverser la piste pour la première fois dans le sens sud-nord et il le fera sans autorisation du contrôleur. Un peu plus loin, nous avons notre Falcon qui est maintenant plus proche de la piste avec toujours l'intention de faire ceci. On a notre chasse-neige numéro 3. Vous voyez, il était là avant. Là, maintenant, il est passé au nord de la piste. Vous voyez, toujours cette étiquette avec le 3. Donc, il est passé au nord de la piste. Il a fait un premier croisement sans autorisation. Et son superviseur, qu'il cherche toujours, vient de faire demi-tour. Et maintenant, il va vers le nord. Donc, le superviseur qui est dans un véhicule, dans une voiture, maintenant, il fait face au chasse-neige. On va voir la distance entre les deux. La distance, cette fois-ci, est de 612 mètres. Et il ne le voit pas. Il ne le verra pas à ce stade, et ne le verra pas non plus à 440 mètres. C'est très important, cette information. Ok, on va plus loin. Ici, on a la situation à peu près 20 secondes plus tard. Donc 20 secondes plus tard, notre Falcon est toujours en train d'avancer vers la piste. Le Falcon, il est là. Notre superviseur, maintenant, s'est déplacé vers le grand carrefour, ou s'est déplacé vers le nord, ou s'est déplacé vers le croisement des pistes. Et notre chasse-neige, qui est lent, lui, et fait du 20-25 km/h, est toujours au nord de la piste. C'est quoi la distance entre le superviseur et le chasse-neige? Cette fois-ci, elle tombe à 320 mètres. Et il est à 320 mètres, donc le superviseur qui est là, il cherche le chasse-neige numéro 3 qui est là, et il ne le voit pas. Pourtant, il a eu à seulement 320 mètres. Ok, on avance un petit peu. Cette fois-ci, ne trouvant pas le chasse-neige, le superviseur fait demi-tour et va vers le sud. Le chasse-neige, lui, ne trouvant pas son superviseur, ne trouvant pas ses collègues, fait aussi demi-tour et revient vers le sud, s'apprêtant à retraverser la piste pour la deuxième fois sans autorisation. Le Falcon, lui, cette fois-ci, il est aligné. C'est aux environs de ce moment-là que le contrôleur aérien donne l'autorisation de décoller au Falcon.
Notez au passage que lorsque le contrôleur aérien donne l'autorisation, la piste est vide. Le contrôleur ne va pas déconfier le Falcon. La piste à ce stade est vide. On va un peu plus loin, et cette fois-ci, on a ce qui est intéressant, notre Falcon est toujours là, il n'a pas décollé, il a mis du temps, parce qu'ils étaient en retard un petit peu sur certaines checklists, donc ils vont mettre du temps, ils vont perdre, je crois, 37 secondes avant, entre le moment où ils ont confirmé l'autorisation de décoller et le moment où ils commencent réellement le décollage. Donc notre Falcon est là. Notre superviseur s'éloigne vers le sud, et le chasse-neige numéro 3, cette fois-ci, s'apprête à rentrer sur la piste pour la deuxième fois. Donc là, entre ces deux, il y a quelques secondes seulement. Il y a 5 secondes, mais ce qui est intéressant, c'est le Falcon. Là, il a commencé à accélérer. Là, cette fois-ci, il a commencé à accélérer. Si vous regardez avant et après, il a commencé à bouger. Ok. Notre Falcon commence à bouger, et littéralement 14 secondes après le début de son accélération, alors qu'il est à 730 mètres, le commandant de bord dit « T'as vu la bagnole qui traverse la piste ou qui traverse la route ?» Donc, ce qui est dingue ici, on a une anomalie énorme en utilisant les données même des Russes. C'est que notre superviseur, il arrive à 320 mètres, il ne voit pas le chasse-neige, 320 mètres, alors que le pilote français, lui, à 730 mètres, dit « T'as vu la bagnole qui traverse la route ?» Dans le rapport russe, on sait bien qu'un chasse-neige n'est pas une bagnole, mais dans le rapport russe, quand il dit une bagnole, ils ont traduit par voiture, et il voit le chasse-neige numéro 3 sur la piste, mais il le prend pour une voiture. Donc il dit la bagnole, pensant que, enfin, il est en train de parler du chasse-neige, mais il dit que c'est une bagnole. Dans le rapport russe, c'est qu'il le voit de trop loin par rapport au superviseur, et en même temps, il n'arrête pas son décollage. En même temps, là, il est 13 secondes avant l'impact, il a largement le temps de freiner, et il n'en fera rien. Il va continuer. Alors moi, je veux bien que des pilotes fassent des erreurs ou prennent de mauvaises décisions et tout ça qui conduisent des fois au drame, mais généralement, ces décisions sont toujours fondées sur une logique, sont toujours fondées sur un plan, quand bien même le plan est faux. Mais c'est des décisions qui sont fondées sur quelque chose qu'on peut comprendre. Là, on comprend rien. Là, on a le Français qui est là, qui fonce vers un objet, et il le voit, et il n'annule pas son décollage, et il n'a pas d'autre plan que de continuer à accélérer jusqu'à rentrer dedans. C'est vrai que c'est un petit peu, c'est là où il y a un problème vraiment. C'est là où il y a un problème. Alors, on est là 2 secondes plus tard. 2 secondes plus tard, notre Falcon, qui était, vous voyez, le Falcon a bougé, c'est la seule chose qui va vraiment beaucoup bouger entre celle-ci et celle-là, donc en 2 secondes, hein, d'accord, il va bouger. Et notre chasse-neige s'arrête. Donc là, il va s'arrêter. Cette fois-ci, il aurait pu continuer, il serait passé, mais il s'arrête. Ce qui est drôle aussi, c'est que, alors peut-être qu'il ne regardait pas dans cette direction, il devait regarder à droite par-dessus son épaule, mais ce qui est drôle, c'est qu'à 730 mètres, le chasse-neige, le pilote français est censé avoir vu le chasse-neige, mais le chasse-neige ne l'a pas vu. Alors qu'il est sur une piste, elle est éclairée, il y a des discussions à la radio, même s'il comprend pas tout, mais parce qu'il comprend pas l'anglais, il a l'habitude de travailler dans un aéroport, il se retourne pas, il regarde pas par-dessus son épaule s'il n'y a pas un avion qui lui fonce dessus. Tout phare allumé. Auquel cas, il aurait pu donner un coup d'accélérateur, et il aurait pu traverser avant l'arrivée de l'avion. Non, il va s'arrêter. Donc, si on va un peu plus loin, qu'on était là, on va là. Donc là, on est à un impact, moins 3 secondes. Là, il nous reste 3 secondes avant l'impact. La distance tombe à 210 mètres. Et là, le pilote dit « un camion ». Donc, ce que je comprends pas, c'est une autre anomalie. Il voit à 730 mètres quelque chose qu'il prend pour une bagnole.
Et puis, comme nous l'expliquent gentiment les Russes, il va la unvoir. Ça signifie il la voit, puis soudainement, bon, c'est no event, il continue à accélérer. Il la voit plus. Et c'est seulement quand il arrive dans la zone des 200 mètres qu'il va revoir cette même chose et il va dire c'est un camion. Et cette fois-ci, il décrira pas en tant que bagnole, mais en tant que camion. Ok ? Donc, il commence à tirer sur le manche, n'est-ce pas ? Assez brutalement au début, et puis après, il y a une correction qui viendra. Cette correction, celle-ci, alors, je sais pas exactement à quel point elle a joué un rôle, mais potentiellement, d'après le rapport russe, si cette correction n'avait pas eu lieu, l'avion aurait pu décoller. Aurait pu passer raclette au-dessus du chasse-neige. Parce que l'avion, quand il s'est pris le chasse-neige, il avait déjà quitté le sol. Un chasse-neige, c'est pas très haut. C'est quelque chose, un objet qui fait peut-être 2 mètres, 2 mètres et demi de haut. Donc, il aurait pu passer par-dessus. Il s'en est fallu, aller d'1 mètre, 1 mètre et demi pour passer. Cette correction-là, si elle n'avait pas eu lieu, l'avion aurait probablement passé juste au-dessus du chasse-neige. Peut-être à 50 cm ou 1 mètre ou 2 au-dessus du chasse-neige. Là, c'est impact. Là, si on regarde, on a le Falcon et on a le chasse-neige numéro 3 et les deux retours radars, on va dire, vont se confondre. Et notre superviseur, il est toujours là, il est en train de... on sait pas trop ce qu'il fait. Ok ? Là, c'est l'impact. Si on regarde sur les images, vous voyez que on a une caméra. Alors cette caméra, elle est au sud, c'est une caméra de surveillance, elle est au sud de la piste. Elle filme la piste. Donc, on a la piste 11, qui est à peu près comme ceci. Il y a une autre piste qui la croise, n'est-ce pas ? Et puis on a des bâtiments, quelque part là, comme ceci. Et la caméra, elle est quelque part ici, parce que non seulement elle filme la piste, donc elle va filmer l'accident, et elle va filmer les bâtiments derrière. Ok ? L'impact, donc le début du champ de la caméra, c'est au niveau du point d'impact. Donc c'est à peu près là où commence le champ de la caméra. Ok ? Et il finit quelques centaines de mètres plus loin. Ce qui est bizarre, c'est quand on regarde les possibilités d'avoir une caméra à ce niveau-là, on voit que entre les bâtiments et la caméra, il y a potentiellement 1,3 km. D'accord ? Plus de 1000 mètres en tout cas. Et on voit les bâtiments qui se dessinent. Vous voyez ? On voit des bâtiments qui se dessinent. Ça veut dire que on n'a pas un brouillard à couper au couteau. On a du brouillard effectivement, mais on n'a pas du brouillard à couper au couteau. D'ailleurs, même quand le contrôleur aérien donne l'autorisation de décollage au commandant de bord, quand il lui dit vous êtes autorisé à décoller piste 11, il donne une RVR, une visibilité de piste, de 1000 mètres. Ce qui est quand même crédible. Hein. Ce qui est quand même crédible quand on voit les images des caméras de surveillance en ce moment. 1000 mètres, c'est à peu près correct. Ici, on a l'impact. Il est un peu en dehors de la frame, mais 3 secondes plus tard, ou 1 seconde plus tard, on va le voir. Donc si vous regardez ici, ça, c'est l'avion. Ça, cette lumière-là, ce qu'il y a là-dedans, et cette lumière, c'est l'avion. Pour vous en convaincre, observez ces points. Vous avez ce point-là, cette boule-là, et cette boule-là, c'est des lumières fixes. Revenons en arrière. Les voici. Une lumière fixe, une lumière fixe, une lumière fixe. D'accord ? Si je vais là, vous voyez maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose qu'il n'y avait pas avant. Avant, arrière. Avant, arrière. Vous voyez que ça, c'est l'avion qui est projeté, cette fois-ci de manière incontrôlée, qui est projeté de la gauche à la droite, donc de l'image, et on est 1 seconde après l'impact. On va plus loin, 3 secondes après l'impact. Si vous regardez, on a nos bâtiments qui se dessinent très bien. Vous voyez, on a un bâtiment qui semble plat, avec peut-être une partie là qui est plus haute, n'est-ce pas ? On a aussi celle-là, mais on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est le même bâtiment, est-ce qu'il est un peu en avant, un peu en arrière, c'est un peu dur à dire. Mais si on regarde ici, regardez un peu cette forme de Mickey Mouse, et regardez, là vous avez cette grosse boule, et vous avez ces traits là qui font un peu comme ceci. Revenons en arrière. Ils sont plus là, ils sont là. Ils sont plus là, ils sont là. Donc ça, c'est l'avion. Ça, c'est la plus grande partie de l'avion. Et cette chose lumineuse,
J'arrive pas trop à savoir ce que c'est, cette chose lumineuse. Il y a une grosse boule là, et puis il y a on dirait quelques points. 1, 2, 3, 4. C'est peut-être, potentiellement, je dirais, c'est peut-être, si vous regardez de côté, c'est peut-être les lumières de la cabine. D'accord? C'est peut-être les lumières de la cabine. Ok? Alors, la question réellement qu'on se pose, c'est, il faut expliquer la chose suivante. Pourquoi le pilote voit le chasse-neige 3 à 730 mètres en disant « Ah, c'est une bagnole », alors que le superviseur, il est à 300 mètres et le voit pas. Ok? Il va descendre à 300, 320 mètres et le voit pas. Comment expliquer ce paradoxe? Vous voyez? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ok? Donc, réellement ici, ce qu'on peut réellement imaginer, on peut essayer un peu de spéculer, c'est de la spéculation bien sûr, hein, c'est pas officiel ce que je vous dis là. C'est que probablement, quand on est à ce stade, quand il dit bagnole, probablement à ce stade, le chasse-neige n'a pas ses lumières. Le chasse-neige évolue dans le noir total, il n'a pas de lumière. Alors, c'est arrivé au moins une fois, de manière très documentée, le crash qui a laissé le plus de victimes en Russie, c'était en 1984, le 11 octobre 1984, il y avait un Tupolev 154 qui atterrissait à Omsk, et il y avait des chasse-neige justement, et des équipements qui étaient sur la piste, en plein brouillard. Ces gens n'avaient pas leur gyrophare, parce que ça leur faisait mal aux yeux d'utiliser le gyrophare. Et donc, ils mettaient le gyrophare pour aller vers les pistes, mais une fois qu'ils rentraient, pour travailler sur les pistes, ils éteignaient leur gyrophare, parce que ça leur cassait les pieds. Donc, potentiellement, le chasse-neige, vu ce brouillard ce soir-là, est en réalité visible uniquement quand on s'en approche à moins de 300 mètres, peut-être vers la zone des 200 mètres. 200 mètres, regardez ici. Comme il n'est pas éclairé, à 200 mètres on le voit. C'est pour ça que le commandant de bord, une fois qu'il le voit à 200 mètres, il dit « Oh, un camion !» Donc là, il arrive à voir ce chasse-neige qui n'est pas éclairé, n'est-ce pas, qui n'est pas éclairé, et à 210 mètres il le voit. Pourquoi le superviseur l'a jamais vu? Parce que le superviseur, tout simplement, ne s'est jamais approché à cette distance-là. Le superviseur, la distance la plus courte enregistrée au radar, il a été à 300 mètres. Et à 300 mètres, non, ça marche pas. D'accord? À 300 mètres, il est encore trop loin pour le voir s'il n'est pas éclairé. Que voit le Falcon à 730 mètres? C'est quoi cette chose qu'il prend pour une bagnole? C'est quoi cette chose qu'il prend pour une bagnole? C'est une vraie bagnole, en fait. C'est probablement une bagnole qui a traversé la piste. Alors où? Pas ici. Pas ici, parce que on imagine qui a fait ça. Le superviseur, peut-être? Alors si le superviseur avait traversé ici, il aurait vu le chasse-neige. Donc c'est peut-être pas le superviseur. Le superviseur a peut-être traversé ici, potentiellement. Ça veut dire que, potentiellement, le superviseur, avec ses gyrophares, a traversé la piste. Parce que ce radar-là, c'est pas des vidéos, c'est juste des images prises à différents moments. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé entre les moments. Alors peut-être qu'il y a un moment où, soit le superviseur, soit il y avait des électriciens aussi qui faisaient des réparations de lumière sur les pistes, ont traversé, de manière intempestive, la piste. Le pilote qui est là, il les voit. Alors ils sont à plus que 730 mètres, ils sont peut-être à 1000 mètres grosso modo. Mais ils les voient parce qu'ils ont leur lumière, parce que la RVR est de 1000 mètres, et quand on regarde sur les caméras de vidéosurveillance, on constate que même à plus que 1000 mètres, on est capable d'identifier un objet même pas éclairé. Hein. Si vous regardez les bâtiments noirs ici, on peut les identifier dans l'obscurité, vous voyez. On n'a même pas besoin d'être éclairé, on arrive à les identifier. Ils sont à plus que 1000 mètres. Alors si la chose est éclairée, hein, on la voit très très bien. Donc il voit la voiture, il voit le véhicule, d'accord? Et il dit une bagnole qui traverse la route. Et il va continuer le décollage. Parce que pour lui, elle a traversé la route. Et elle est très loin, elle est à 1000 mètres, il la voit tout au fond. Elle traverse la route. Donc pour lui, ce n'est plus un danger. Peut-être même à la distance où elle est, il se dit c'est peut-être
Elle est peut-être loin, elle est peut-être là. Lui, à ce stade, il voit pas toute l'installation, donc il n'est pas familier de l'aéroport. Si ça se trouve, il pense que c'est quelque chose qui est super loin. Elle était loin d'ailleurs, elle était à 1000 mètres. Cette voiture ne voit pas le chasse-neige parce qu'elle est à 300 mètres du chasse-neige. D'accord? Donc, notre pilote décide de continuer le décollage et à un moment donné, une fois qu'il est à 200 mètres du chasse-neige, soudainement il va le voir. Il va dire camion. Mais c'est trop tard. Parce que 3 secondes après, il va effectivement se le prendre. Alors, pourquoi les Russes, par exemple, cacheraient la présence d'une bagnole? Parce que moi, je vois 2 véhicules ici. Je vois une bagnole, comme dit le pilote, une voiture. Donc, une voiture qui fonçait, peut-être celle du superviseur. C'est lui qui fonçait de son propre aveu, dans le brouillard à la recherche du chasse-neige. Et il y a autre chose. Il y a quelque chose qu'il appelle un camion. Donc un camion, oui. Si vous voyez ce chasse-neige dans la nuit, de loin comme ça, vous le prenez pour un camion. Il a un grand gabarit. Et à la base, fondamentalement, c'est un camion. Avec un système qui permet de racler la neige et de la projeter sur le côté. Pourquoi les Russes disent que le Falcon a foncé sur le chasse-neige? Et pourquoi il dirait pas que le chasse-neige était là, et qu'il avait ses lumières éteintes, et que donc il était visible qu'à 200 mètres, et puis il se l'est pris? Pourquoi? Il y a une raison, la raison est peut-être hyper simple en réalité, c'est que c'est des affaires qui vont en justice, avec des assureurs, avec des ayants droit, et ça coûte des dizaines de millions d'euros, une histoire comme celle-ci. Si vous regardez bien, les Russes ici, si on regarde là, les Russes en 100%, si on regarde les responsabilités, c'est 100% pour la Russie et 0% pour la France en responsabilité, pour les Français. Pourquoi? Parce que, je vais dire, les Français, ils étaient dans leur bon droit, ils étaient dans la piste, ils avaient la priorité, ils avaient une autorisation de décoller, ils n'ont pas fait le mal. Donc, ici, dans un cas pareil, s'il n'y avait pas d'éclairage de ce chasse-neige, ça signifie il vient rajouter encore, en plus de l'alcoolémie, en plus de la désorganisation et tout, il n'avait même pas son éclairage. Donc à ce moment-là, c'est réellement le Français n'est pas fautif du tout. Maintenant, idéalement, ce que le narratif russe voudrait, c'est peut-être essayer de créer, peut-être rajouter un peu de responsabilité du côté français. Ça veut dire que si par exemple, on arrive à dire, allez, c'est 70% chez les Russes et 30% chez les Français parce que ils ont vu un chasse-neige, bon Dieu, ils l'ont vu 730 mètres avant, ils auraient pu s'arrêter, mais ils ont fait le choix de foncer dedans et s'écraser dedans. On veut bien que le chasse-neige n'avait rien à faire là, mais bon, on est désolé, des erreurs humaines ça arrive. Si vos équipages ne veulent pas interrompre leur décollage alors qu'ils constatent un problème et que même ils le verbalisent et que même c'est enregistré sur la boîte noire, mais qu'ils foncent, devant un tribunal, le juge le plus sévère dira ok, je vais mettre 20-30% chez les Français. Ce 20-30%, c'est peut-être 10 millions de dollars. D'accord? Donc c'est peut-être dans ce sens. Je ne pense pas qu'ils ont tué Monsieur de Margerie. Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté de diminuer sa responsabilité. Par rapport à la caméra dont je vous ai parlé tout à l'heure, la caméra elle a ce champ. D'accord? Elle est au sud de la piste. Son champ commence au point d'impact et il va jusqu'au point où on trouve l'avion. Donc elle est probablement quelque part là. Les bâtiments que vous voyez, c'est peut-être ceux-là, mais il n'y a pas de bâtiment jusqu'à ce qu'on arrive à peu près à 1300 mètres de la caméra. C'est pour ça que la VISI, elle a l'air d'être quand même plus que les 1000 mètres qui avaient été annoncés par le contrôleur. La VISI météorologique a l'air plus grande ce soir-là, de manière un petit peu paradoxale que la RVR, parce qu'en général la RVR est souvent plus longue que la visibilité météorologique, parce que la RVR tient compte d'une piste qui est illuminée, alors que la visibilité météorologique la nuit, c'est un peu différent. Mais bon, sans aller dans les détails des définitions de l'une et de l'autre, on voit quand même que la visibilité n'était pas si abominable que cela. Mais bon, quand même, ils se sont pris
un chasse-neige. Donc probablement, ils sont là, ils voient une voiture qui traverse, il dit « Oh, la bagnole qui traverse !» D'accord? Mais pour lui, le français, ce n'est plus un danger, donc il va continuer à accélérer parce qu'il a traversé, elle a fini. La bagnole fait peut-être ça, quelque chose comme ceci. Et quand il est à 200 mètres, il réalise que pire que la bagnole, il y a un chasse-neige qui a arrêté. Et là, il est à 200 mètres uniquement, et c'est trop tard, il pourra rien faire, et il va se le prendre et finir quelque part ici. Ok, mes amis, c'était juste pour répondre à vos questions sur la vidéo au sujet de l'événement qui a coûté la vie au président de Total. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur cette vidéo et une autre, n'hésitez pas à me demander. Merci encore de votre attention et de votre soutien à ce canal et à très bientôt.